Bonsoir à tous. Merci d'être venus si nombreux. Désolée pour ce moment de flottement. Bon, c'est pas grave. Si, ça marche pas. Si, mais du coup, je suis très heureuse de vous accueillir ce soir pour ce nouveau rendez-vous du musée qui sera consacré donc à la collection d'émaux et d'orfèvrerie du Limousin conservée par le musée de Guéret. Donc c'est une soirée qui va se composer de deux temps. Un premier temps avec Léna Martinez, conservatrice du patrimoine à la PRAC Nouvelle-Aquitaine, site de Limoges, qui est donc en charge des monuments historiques et qui vous présentera donc l'évolution des mariés et de l'orfèvrerie limousine. Et ensuite, un second temps avec Monsieur Bédélago, que vous connaissez déjà, pour ceux qui sont venus l'année dernière à sa conférence sur les armes à feu, et donc qui vous présentera, lui, l'histoire rocambolesque des folles de cette collection d'émaux, et qui est donc lui aussi conservateur du patrimoine à la PRAC Nouvelle-Aquitaine, et en charge également des monuments historiques. Ils vous parleront, je pense, un petit peu justement des objets monuments historiques, puisqu'on le sait peu, mais finalement des monuments historiques, ce ne sont pas que des immeubles, ce sont également des objets. Et je leur laisse tout de suite la parole en vous souhaitant une très bonne soirée. Bonsoir à tous. Si tout le monde m'entend comme ça, je préférais parler sans micro, parce que je ne trouve pas ça très confortable. Merci. Merci Florence pour ces présentations. Alors en effet, ce soir, je vais aborder la question donc des évolutions, des développements des arts précieux en Limousin au Moyen-Âge, principalement entre le XIe siècle et la fin du XIVe siècle. Alors vous le savez sans doute, le Limousin se distingue dans ce domaine par une production spécifique qu'on appelle l'œuvre de Limoges. Alors cette expression, donc œuvre de Limoges, ou opus limovicense en latin, apparaît pour la première fois entre 1167 et 1169 dans la correspondance entre deux religieux, alors un français et un anglais, une correspondance où il est question d'une couverture d'évangéliaire en latin de opere Limovicensi, c'est-à-dire une couverture de reliquaire en œuvre de Limoges. En fait, on parle de l'œuvre de Limoges un petit peu comme une marque, comme on parlerait d'une marque ou d'un label, ce qui révèle en fait dès le XIIe siècle la très grande célébrité de cette production. En effet, alors les ateliers de Limoges ont rencontré vraiment un très très grand succès au Moyen-Âge. Ils étaient vraiment très appréciés de leurs contemporains et ils ont été diffusés aux quatre coins de l'Europe chrétienne. Je vous ai mis ici alors un patchwork d'œuvres les plus célèbres issues des ateliers de Limoges. Puisqu'on a retrouvé donc, des œuvres limousines dans des tombes d'évêques en Espagne, en Allemagne, également dans des trésors en Angleterre, en Italie, en Suède et même jusqu'au Danemark. Malgré les changements de mode, les déprédations des guerres, les vols, notamment les guerres de religion, le vandalisme révolutionnaire, et malgré même les deux guerres mondiales, on conserve aujourd'hui encore un très grand nombre d'objets issus des ateliers de Limoges. On en conserve en fait des milliers et dans le monde entier. Témoigne du succès de l'œuvre de Limoges sa très grande longévité, puisqu'en fait les ateliers limousins vont produire ces objets à partir du milieu du XIIe siècle, et on considère généralement que la fin de la production s'éteint avec la guerre de 100 ans, donc au milieu du XIVe siècle. Tout ça pour dire que cette production limousine constitue en fait un des phénomènes les plus marquants de l'histoire des arts précieux au Moyen-Âge. Et donc je vais tenter de mettre en évidence ses principales caractéristiques. Alors comme l'a signalé Florence, à travers un parcours des œuvres qui appartiennent aux collections du musée de Guéret, mais également à travers les objets qui sont protégés au titre des monuments historiques et en dépôt au musée de Guéret, mais qui appartiennent encore aux communes creusoises, et également à travers des œuvres qui sont protégées au titre des monuments historiques, mais encore conservées dans les églises limousines, et que j'espère vous donner aussi l'envie d'aller voir sur place, bien sûr. En fait, je vais principalement aborder la question des émaux limousins, mais si j'ai le temps, j'espère pouvoir vous dire quelques mots des œuvres qui sont également sorties des ateliers de Limoges, mais qui sont peu, voire pas du tout émaillées,
et que la très grande célébrité des émaux a un petit peu fait passer au second plan. Un bref rappel, pour vous dire que ces émaux limousins ont fait l'objet d'un vif intérêt dès le XIXe siècle, époque à partir de laquelle ils commencent à être étudiés donc, par des érudits locaux, je pense notamment à l'abbé Jacques Texier ou à Ernest Rupin, et époque à laquelle ils commencent aussi à être collectionnés. Donc, ce que je voulais dire, c'est que ces premières études du XIXe siècle constituent encore aujourd'hui les sources de notre connaissance pour cette production d'émaillerie. Il y a eu bien sûr, donc, au centre de la projection que vous avez à l'écran, le catalogue international de l'œuvre de Limoges, qui est issu de l'étude fondamentale de Marie-Madeleine Gauthier, et qui a donné lieu également à une exposition de tout premier ordre en 1996, qui a été co-organisée par le Musée du Louvre et le Metropolitan Museum de New York. Bon, maintenant, je vais vraiment rentrer dans le vif du sujet et vous dire ce qu'on désigne sous le nom d'émaux de Limoges. En fait, il s'agit d'œuvres réalisées dans les ateliers, bien sûr, de Limoges, je vous l'ai dit, à partir du milieu du XIIe siècle, et exécutées suivant la technique des émaux chanlevés sur cuivre doré. Ce qui m'amène, dans un premier temps, à quelques précisions d'ordre technique. Alors, on parle d'émaillerie, et on désigne sous ce terme un procédé technique qui repose sur l'emploi de deux matériaux, le verre et le métal, et qui consiste à appliquer donc du verre coloré préalablement broyé en poudre sur un support métallique, puis de cuire l'ensemble de manière à ce que les deux matériaux se solidarisent. C'est pour ça qu'en fait on désigne, que l'émaillerie fait partie de ce qu'on appelle les arts du feu, parce qu'elle nécessite une cuisson. Il faut savoir que l'émaillerie n'est pas une invention du Moyen-Âge. En fait, c'est une technique qui existe et qui est pratiquée depuis l'Antiquité parce qu'elle met en œuvre des matériaux dont la création est maîtrisée de longue date. D'une part, le verre. Alors, le verre, vous le savez, c'est un matériau qui est issu de la fusion de la silice. Donc, on parle de silice, mais en fait, c'est un terme scientifique pour désigner le sable, puisque le matériau qui est sur Terre contient le plus de silice, c'est le sable. Et en fait, le sable, c'est un matériau qui a une très haute température de fusion. En fait, il faut atteindre une température de 1700 degrés pour que le sable se liquéfie. Donc, déjà dès l'Antiquité, les maîtres verriers se sont rendus compte qu'ils pouvaient ajouter ce qu'on appelle des fondants. Alors, c'est soit de la soude, soit de la potasse, pour abaisser la température de fusion du verre. Et en employant ces matériaux, les maîtres verriers arrivent à faire fondre le sable à une température de 800 degrés. Ce qui est absolument indispensable parce qu'un four de maître verrier à l'époque médiévale ne peut pas atteindre des températures aussi hautes que 1700 degrés. Donc une fois que ce verre en fusion est obtenu, le maître verrier va teinter cette matière avec des oxydes métalliques. Donc généralement, on employait l'oxyde de cobalt pour obtenir des couleurs bleues, l'oxyde de cuivre pour des couleurs vertes ou orangées, l'oxyde de fer pour l'obtention de couleurs jaunes, ou également aussi quelques teintes de orange. Et enfin, à l'état, on va dire, ce verre en fusion est absolument transparent. Donc généralement, le maître verrier pouvait aussi ajouter de l'oxyde d'étain ou d'antimoine de manière à rendre cette substance opaque. Le verre sous cette forme sortait des ateliers du maître verrier, il était ensuite commercialisé et c'est à l'émailleur que revenait la charge de le broyer à nouveau, de le cuire et de le mettre en œuvre sur des pièces. Le deuxième matériau employé dans l'émaillerie, c'est donc le métal, et il existe en fait deux techniques principales d'émaillerie. Ce sont les techniques du cloisonné et la technique du chanlevé. Donc, je vais vous expliquer successivement ces deux techniques. La technique du cloisonné, c'est celle dont vous avez un schéma explicatif à l'écran. En fait, elle consiste à fixer des cloisons métalliques. Donc, ce sont les éléments qui sont représentés verticalement, qui sont en fait des rubans de métal qui vont être soudés à une platine métallique. Et ce sont ces rubans soudés qui vont délimiter des alvéoles, lesquels vont être remplis de poudre de verre, donc qui est représentée par une couleur un petit peu plus sombre.
D'où le nom de la technique, donc d'émail cloisonné, puisque les rubans viennent cloisonner les différentes couleurs et dessiner le motif. Alors la technique du cloisonné est pratiquée dans le bassin méditerranéen depuis le XIe siècle avant Jésus-Christ, donc c'est vraiment une technique très ancienne. Mais en fait, elle va connaître un renouveau brillant dans l'Empire carolingien, où elle va venir orner les œuvres les plus précieuses, et elle va être pratiquée également par les ateliers ottoniens qui sont actifs dans la vallée du Rhin et dans le nord de l'Italie vers l'an 1000. Donc vous avez à l'écran deux exemples d'orfèvrerie cloisonnée sur or. Donc à gauche, l'une issue d'un évangéliaire carolingien, et à droite d'un crucifix ottonien. Mais en fait, les véritables maîtres dans l'art de l'émaillerie cloisonnée sur or, ce sont les ateliers byzantins, qui pendant toute l'époque médiévale vont produire de véritables chefs-d'œuvre. Vous en avez un à l'écran et vous pouvez vraiment apprécier la très très grande finesse de cette technique, puisque l'ensemble du drapé et du manteau de la Vierge est rendu par ce système de petites cloisons métalliques qui sont soudées sur une platine d'or. Des études récentes ont révélé l'existence d'une production locale d'orfèvrerie cloisonnée en Limousin. Les pièces qui en témoignent sont très rares, il en existe 7. 5 d'entre elles sont conservées au musée du Louvre, une au musée des Beaux-Arts de Limoges, et la dernière est conservée au musée de Guéret. C'est le médaillon que vous avez sous les yeux. C'est un médaillon de 4 cm de diamètre qui est issu de fouilles réalisées dans les environs de Crau au XIXe siècle, et qui est acheté par le musée de Guéret en 1856. L'objet a été étudié par le Centre de restauration des musées de France en 2001 et il a été radiographié. Donc l'intérêt de cette radiographie, c'est de montrer l'agencement de ces cloisons métalliques, vous voyez, qui forment les différents motifs. Et la radiographie, en fait, a mis en évidence la très grande régularité de ces rubans métalliques, qui ont quasiment tous la même épaisseur. Alors il y a également eu une analyse physico-chimique qui a révélé que le disque métallique employé comme support était un disque de fer. Alors là, c'est tout à fait exceptionnel. En fait, le fer n'est pas un matériau employé dans les arts précieux, parce que le fer, c'est un métal qui n'est pas stable, qui se corrode en fait très facilement. Donc on lui préfère généralement le cuivre ou des alliages cuivreux comme l'étain, et bien sûr les métaux précieux, je pense notamment à l'or et à l'argent. L'analyse du médaillon a également mis en évidence que les cloisons métalliques n'étaient pas soudées à la platine, contrairement à ce qui se pratique dans la technique du cloisonné sur or. Alors on suppose que ces cloisons métalliques étaient maintenues le temps que l'émailleur remplisse les cloisons d'émail. Elles devaient être maintenues avec des cols de type colle de pâte, c'est-à-dire de la farine et de l'eau. Et en fait, c'est au moment de la cuisson que les rubans métalliques sont venus se solidariser avec la platine. Il y a également eu une étude de la composition des verres qui a donné des résultats surprenants, puisqu'elle a révélé que les verres employés sur le médaillon de Crau la composition de ces verres était très différente des verres romains. Et là, ça a été très surprenant parce qu'en fait, pendant tout le haut Moyen-Âge, on a largement remployé des verres antiques. C'est-à-dire qu'on utilisait des verres anciens qui étaient broyés, qui étaient recuits et en fait remis en œuvre sous une nouvelle forme. Mais le médaillon de Crau présente une composition différente de ces verres antiques, donc on suppose qu'il s'agit véritablement d'une production de verres qui visiblement, comme elle se différencie des verres antiques, on suppose que c'est une production médiévale. Le très grand intérêt de cet objet, c'est d'avoir été découvert en contexte de fouilles, donc en contexte archéologique, ce qui nous permet de le dater très précisément. Il a été retrouvé avec des tessons de céramique, et on sait qu'il date donc du tout début du XIe siècle, des environs de l'an 1000. Cet objet et son analyse révèlent une information importante, c'est l'existence d'une pratique locale, donc dès le haut Moyen-Âge, en Limousin, de l'émaillerie cloisonnée, alors sur fer, mais d'une technique d'émaillerie cloisonnée, et ça suppose donc une production locale de verre, probablement des réseaux, des circulations et des installations. Et ça nous permet de contextualiser un peu mieux le développement de l'émaillerie champ levé sur cuivre, qui en fait va faire la fortune des ateliers de Limoges. Et c'est donc
cette seconde technique que j'aborde, qui est celle donc, de l'émail champ levé, et qui cette fois consiste à creuser à l'aide d'un burin ou d'une gouge dans l'épaisseur d'une platine de métal des alvéoles. C'est-à-dire que dans cette technique, contrairement au cloisonné, on ne vient pas rajouter des petites cloisons en métal, mais en fait on creuse la platine de manière à dégager des zones de métal en réserve qui vont venir dessiner les motifs, et les alvéoles vont être à nouveau remplies de poudre de verre. Alors bon, cette technique en fait, est aussi pratiquée dans l'Antiquité, mais essentiellement sur bronze, et on doit vraiment, au Moyen-Âge, de l'avoir développée dans sa version sur cuivre doré. Je vous ai mis ici une œuvre, donc une châsse du musée de Guéret qui a perdu en grande partie son émail et sa dorure. Donc qui laisse apparaître les alvéoles qui ont été donc travaillées par gravure. Et vous pouvez en fait observer donc, dans le fond de ces alvéoles encore les traces d'outils, donc des gouges et des burins qui ont permis de dégager ces cavités. Et ces traces d'outils ont laissé des aspérités qui servaient aussi à l'accroche de la poudre d'émail. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que l'émailleur ne remplissait pas toutes les cavités. Alors il ne posait pas toute la poudre d'émail et ensuite enfournait la pièce. En fait, il y a autant de cuisson que de couleurs d'émail posées sur la pièce. Parce que chaque oxyde métallique a une température de cuisson différente. Donc l'émailleur commençait par poser les couleurs qui supportaient les plus hautes températures et il terminait la création de sa pièce par la pose des couleurs les plus fragiles. Une fois que l'ensemble était cuit, l'émailleur travaillait au polissage de la surface de l'émail pour régulariser cette surface, en faire une surface parfaitement lisse. Et une fois ces opérations réalisées, il procédait à la dorure des parties donc de cuivre laissées en réserve, suivant la technique de la dorure en mercure. Donc finalement, c'est une technique qui demande quand même une très grande dextérité, une très grande maîtrise technologique. Alors après quelques tâtonnements quelques tâtonnements dans la mise en œuvre, et notamment l'utilisation conjointe des deux techniques du cloisonné et du champ levé sur une même œuvre. C'est un phénomène que l'on identifie donc, dans une production réalisée à Conques, dans l'Aveyron, pour l'abbaye Sainte-Foy. En fait, les premières œuvres qui sont véritablement attribuées aux ateliers de Limoges vont apparaître au milieu du XIIe siècle. Et à ce moment-là, elles adoptent la technique de l'émail champ levé avec une maîtrise totalement aboutie. Donc la pièce la plus ancienne qu'on attribue à Limoges, c'est la châsse de Bellac, donc qui date du deuxième quart du XIIe siècle et qui est toujours conservée dans l'église de Bellac. Donc vous pouvez aller voir. La deuxième pièce la plus ancienne vous demandera un voyage un peu plus long, parce qu'en fait, depuis le début du XXe siècle, elle est conservée à New York. Mais cette châsse donc, qui provient de l'église de Champagnat, donc en Creuse, fait partie des œuvres les plus anciennes attribuées aux ateliers de Limoges. La pièce la plus ancienne conservée au musée de Guéret, c'est cette châsse de Saint-Étienne qui provient de l'église de Malval. Alors c'est une châsse qui est classée au titre des monuments historiques à la fin du XIXe siècle et qui est en dépôt au musée de Guéret depuis 1943. Alors vous pourrez bientôt aller admirer cette chasse au musée des Beaux-Arts de Limoges dans le cadre d'une exposition sur les manuscrits de l'abbaye Saint-Étienne, de l'abbaye Saint-Martial, pardon. Cette chasse, je vais un peu m'attarder sur cet objet parce qu'il constitue à la fois un chef-d'œuvre pour les collections du musée de Guéret, mais aussi au sein du corpus de l'œuvre de Limoges. Donc c'est un objet qui se présente sous la forme d'une petite caisse rectangulaire, alors qui mesure 13 cm de haut, 14 de large, donc c'est vraiment un objet de petite dimension, pourvu de 4 pieds, coiffé d'un toit en bâtière à 2 rampants, et qui présente donc une forme qui évoque celle d'un sarcophage, et qui fait en fait étroitement référence à la fonction de l'objet qui était destiné à accueillir, à protéger et à magnifier des reliques. Sur sa face principale,
Vous voyez, la chasse montre en partie basse une représentation une scène du martyr de Saint-Étienne, qui est identifié, donc qui est le personnage en position centrale, identifié par une inscription, Stéphanus, dont la lapidation a été ordonnée par Saül, donc représenté en trône en partie gauche. En partie supérieure, donc sur le toit, deux anges sont en train d'élever au ciel un personnage nu représenté donc dans une mandorle, ce personnage nu représente l'âme du saint, de Saint-Étienne. Sur les petits côtés de la chasse, donc c'est ce qu'on appelle les pignons, ce sont deux saints personnages qui sont représentés en pied dans de lourds drapés. Alors on peut supposer que ce sont Saint-Pierre et Saint-Paul. Et sur la face postérieure, donc, la chasse ne présente pas de scène narrative. C'est une composition assez fréquente que l'on retrouve sur les chasses de Limoges, et ce qui nous laisse supposer qu'elles étaient disposées sur un autel, dans leur contexte d'usage. Donc elles étaient présentées sur un autel, et elles présentaient leur face principale aux fidèles. Donc la face postérieure est toujours un petit peu moins travaillée, mais la chasse de Malval présente néanmoins un décor quand même de qualité, avec ces motifs de damier de couleurs contrastées. Ah oui, alors ce que je voulais vous expliquer, c'est qu'en fait, donc les plaques métalliques sont perforées sur leur périphérie, et elles sont fixées au moyen de rivets. Donc vous voyez les têtes de ces rivets semi-circulaires sur tout le pourtour des plaques émaillées, et en fait elles sont fixées sur une lame de bois, une structure en bois. Alors la chasse de Malval que vous voyez en haut à gauche a perdu sa partie inférieure, mais on peut supposer qu'elle présentait le même dispositif que la chasse de Sardan, que vous voyez en bas à droite, avec un système de charnières métalliques qui permettait d'articuler le fond et d'accéder au contenu. D'un point de vue stylistique, la chasse de Malval appartient à un groupe en fait, d'objets que les historiens de l'art ont désigné sous le nom d'œuvres à fond verniculé, en raison du fond orné de rinceaux à enroulement très serré qui sont gravés en fait, sur la plaque de cuivre. Je vous ai mis donc un détail de ce motif de rinceaux. Sur ce fond, les personnages se détachent, donc, le visage des personnages est travaillé par la gravure, et le corps et les vêtements sont rendus par la technique donc, de l'émail chanlevé. Cette œuvre, cette œuvre est vraiment d'une très grande qualité, et en fait elle témoigne de la vitalité créatrice des premières œuvres du foyer limousin. Vitalité créatrice que l'on observe dans la grande diversité de la gamme colorée. Vous voyez qu'ici, on a tout un camailleux de bleu qui s'exprime, alors des bleus ciel pour la tunique des bourreaux, enfin en tout cas celui de droite, un bleu un peu plus turquoise, un peu plus soutenu pour le manteau de Saül, un bleu vraiment sombre pour la tunique de Saint-Étienne, mais également l'emploi de couleurs vertes, du jaune, du blanc, du rouge, qui est la couleur la plus sensible et la plus difficile à obtenir dans les arts du feu. Vous voyez également qu'il y a un travail très raffiné dans la pose des couleurs, puisque les vêtements sont tous soulignés, en fait les plis des vêtements sont soulignés d'une couleur contrastée, et vous observez aussi que certains vêtements sont ornés de pastilles de couleurs différenciées, de même que les auréoles. Et en fait, ces motifs traduisent l'emploi au sein d'une même alvéole de plusieurs couleurs, et c'est révélateur d'une très grande maîtrise technique pour éviter que ces couleurs ne fusent l'une dans l'autre, puisque je vous ai expliqué que chaque couleur a une température de cuisson différente. Donc on est vraiment devant une œuvre qui, d'un point de vue technique, est d'une très grande qualité d'exécution. Au niveau stylistique, ce qu'on observe sur cette œuvre, c'est des conventions de représentation de la figure humaine vraiment marquées par une gestuelle très théâtrale. Donc vous voyez ce geste emphatique des bourreaux, et aussi un style dans le rendu des vêtements qui se matérialise par ces drapés qui viennent souligner les formes du corps. En fait, ce traitement stylistique entretient des liens étroits avec ce qu'on appelle le downfall style. En anglais, ça veut dire le style au pli mouillé, qui s'illustre avec une verve particulière dans les manuscrits anglais du XIIe siècle.
Donc, je vous ai mis à l'écran deux exemples illustres, la Bible de Bury et la Bible de Winchester, où vous pouvez observer ce même style avec ces drapés vraiment qui, de manière tout à fait anti-anatomique et anti-naturaliste, viennent mouler les formes des corps des personnages. Au niveau du traitement, on va dire, du dynamisme de la scène de la lapidation de Saint-Étienne, on observe donc un caractère un peu sautillant et un peu dansant des personnages que l'on retrouve notamment dans les peintures murales du Poitou. Je vous ai mis à l'écran un exemple célèbre, c'est celui des peintures murales de l'abbaye de Saint-Savin sur Gartempe. Donc à gauche, là, une peinture du porche et à droite, une peinture de la crypte. Et bien sûr, des liens stylistiques très étroits avec les scriptoria de Limoges. Donc à la fois le scriptorium de l'abbaye Saint-Martial et le scriptorium de la cathédrale Saint-Étienne. Donc vous observez notamment sur ce sacramentaire la scène de la lapidation de Saint-Étienne, avec le même traitement du sol, c'est ce système de petits nuages, le même geste vraiment théâtral des bourreaux, la même aussi attitude avec ce croisement des jambes, bon, enfin vraiment des liens stylistiques tout à fait évidents. Il existe un lien entre ces différents foyers que j'ai évoqués, donc l'Angleterre d'une part, le Poitou, Limoges et l'Aquitaine, puisque ces différents foyers appartiennent en fait à une même entité politique, à un même royaume. Je vous rappelle qu'en 1152, par son mariage Aliénor d'Aquitaine, par le mariage d'Aliénor d'Aquitaine avec Henri II d'Angleterre, tout l'ouest de la France appartient désormais au royaume des Plantagenets. Et en fait, il va y avoir une véritable unité politique qui va permettre une circulation à la fois des objets, des personnes, et une situation qui va notablement favoriser le développement de l'émail à Limoges, puisque la ville de Limoges devient un pôle stratégique dans la stratégie politique de renforcement de l'autorité des Plantagenets en Aquitaine. Donc ça devient un foyer de production, de création tout à fait majeure qui va être favorisé par la politique des Plantagenets. Pour en revenir à la chasse de Malleval, j'ai pu identifier deux copies réalisées a priori au XIXe siècle de cette chasse. L'une conservée donc, à Madrid, à gauche, vous identifiez donc sur la plaque inférieure une copie très proche de la lapidation de Saint-Étienne que l'on pouvait observer sur la chasse de Malleval avec les mêmes inscriptions, enfin la même mise en scène. Et à droite, une copie uniquement donc, dans la partie centrale de ce personnage nu qui représentait dans la chasse de Malleval l'âme du saint portée par les deux anges. Et alors je suis absolument sûre qu'il s'agit d'une copie de la chasse de Malleval, puisque Marie-Madeleine Gauthier signale que ce personnage nu est une représentation unique dans l'œuvre de Limoges. Donc a priori, la chasse de Malleval au XIXe siècle a été vue, a été présentée, a été exposée. Et alors je ne vais pas entrer dans le détail, mais cette histoire des émaux limousins, notamment au XIXe siècle et au XXe siècle, après leur époque de création, nous intéresse énormément parce que ces objets ont été très modifiés. Ils sont passés dans des collections privées, ils ont été restaurés, ils ont été démontés, remontés, et donc parfois on a vraiment un jeu un petit peu de recomposition à faire. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais en tout cas, dans le cadre de mes recherches, je suis tombée sur ces deux œuvres et j'ai trouvé intéressant de pouvoir les raccrocher bien sûr à la chasse de Malleval, tout en sachant qu'il s'agit de copies du XIXe siècle. À titre d'information, on conserve en Limousin une œuvre d'une qualité assez comparable à celle de la chasse de Malleval. C'est cette chasse qui est conservée toujours aujourd'hui dans l'église de Gimel-les-Cascades et qui fait également partie de ce groupe des œuvres à fond vermiculé, qui sont donc des œuvres assez précoces dans l'histoire de l'œuvre de Limoges. Pour avancer un petit peu dans le temps, à partir du XIIIe siècle, on voit se développer un nouveau mode de traitement avec lequel la technique d'exécution s'inverse. C'est-à-dire que désormais, les figures ne sont plus émaillées sur un fond doré, mais au contraire, les figures vont être laissées en réserve sur un fond émaillé. Et c'est ce que vous pouvez observer sur cette place de Sardan. Donc cette fois, les figures sont... Bon, alors la dorure a disparu, mais vraiment les figures
c'est le cuivre qui a été laissé en réserve et qui va être repris par gravure. Donc ce traitement, on suppose qu'il a été privilégié pour sa plus grande rapidité d'exécution, parce qu'il est bien sûr beaucoup plus rapide d'aller graver les détails des plis d'un vêtement ou d'un visage, plutôt que je vous ai expliqué, d'aménager ces alvéoles, de les remplir d'émail et de faire les différentes cuissons. On observe aussi que ces œuvres vont adopter des compositions de plus en plus simples et que les motifs émaillés vont vraiment devenir de plus en plus sommaires. Ce qu'on observe aussi sur la châsse de Sardan, c'est l'utilisation d'éléments en relief pour représenter les visages. C'est ce qu'on appelle des têtes d'applique, qui étaient obtenues par fonte du métal et estampées sur une matrice, un petit peu suivant la technique de la frappe des monnaies. Donc ce sont des éléments qui sont produits en série et qui sont ensuite fixés à la châsse par des rivets, au moyen de rivets. Certaines œuvres, comme cette plaque de croix conservée au musée, exploitent les deux modes de représentation. Vous voyez ici que le corps du Christ a été figuré par justement ce métal laissé en réserve et travaillé par la gravure. En revanche, le vêtement, donc le périsonium qui est noué autour de la taille du Christ, lui a été, alors l'émail a disparu, mais a été représenté au moyen de la technique du champ levé. La figure du Christ en relief est une tête d'applique, mais en fait, si on la regarde de près, on se rend compte que les détails des traits du Christ et sa pilosité, notamment sa barbe et sa chevelure, ont été repris par la gravure et la césure. Si on abandonne maintenant les considérations techniques et que l'on observe l'iconographie de ces œuvres, il existe donc une œuvre emblématique de l'œuvre de Limoges, c'est cette châsse de saint Thomas Becket, emblématique par son iconographie. Donc cette châsse représente sur sa face principale le meurtre de Thomas Becket, qui était archevêque de Canterbury et qui a été assassiné dans sa cathédrale par 4 chevaliers. Donc la scène de l'assassinat, c'est celle que vous avez en partie basse, l'inhumation en partie haute. Donc l'archevêque a été assassiné dans sa cathédrale par 4 chevaliers sur ordre du roi Henri II d'Angleterre. C'est un acte sacrilège qui a eu un retentissement particulier dans toute la chrétienté médiévale, surtout à un moment où il y avait... le XIIe et le XIIIe siècle sont des moments particulièrement troublés par des conflits entre le pouvoir temporel, qui est celui de la royauté ou de l'Empire, et le pouvoir spirituel, celui de l'Église. Et en fait, quelques jours après la mort de l'archevêque, des guérisons miraculeuses vont avoir lieu sur son tombeau, et Thomas Becket va être canonisé en 1173, c'est-à-dire 3 ans après sa mort. Donc dans l'histoire de la chrétienté, c'est vraiment une canonisation éclair. Le culte de ce nouveau saint va se propager très rapidement, des pèlerins vont affluer à son tombeau, et en fait ces reliques vont être très largement distribuées. Aujourd'hui, 52 châsses dédiées aux martyrs de saint Thomas Becket sont inventoriées dans le monde, et en fait il s'agit du sujet le plus représenté sur les châsses mimousines conservées. C'est à ce titre en fait que cette châsse et son sujet sont emblématiques pour l'œuvre de Limoges. Cet objet est aussi emblématique de ce qui a fait la fortune de l'œuvre de Limoges, c'est-à-dire le culte des saints et de leurs reliques. Et de ce point de vue-là, la technique employée pour la réalisation de ces objets est tout à fait vraiment la bienvenue, puisqu'en fait, les ateliers de Limoges ont pu fournir une production véritablement abondante et en très grand nombre, parce qu'ils employaient des matériaux relativement peu précieux. En fait, ces objets, en tout cas en comparaison des œuvres d'orfèvrerie à proprement parler, ce qu'on appelle l'orfèvrerie, c'est le travail des métaux précieux, c'est l'or et l'argent, qui avaient bien sûr un coût phénoménal. Les œuvres issues des ateliers de Limoges sont donc réalisées de cuivre et de verre, des matériaux peu précieux. Elles étaient moins coûteuses, et en fait les établissements religieux ont pu véritablement les acquérir en grand nombre. Par ailleurs, ces objets ont beaucoup plu en raison de
la qualité de l'émail, donc de sa transparence notamment, et de la vivacité de ses couleurs, qui étaient comparées à des gemmes et à des pierres précieuses, qui étaient des matériaux extrêmement appréciés à l'époque. Et enfin, ces objets étaient aussi fonctionnels que beaux, puisqu'en fait, pour réaliser un émail chanlevé, nécessairement la plaque de cuivre qui est employée est épaisse, puisqu'en fait, il faut pouvoir creuser ces cloisons. Donc, les objets limousins sont des objets qui sont très solides, notamment si on les compare avec des objets d'orfèvrerie, donc d'or et d'argent, qui, bien sûr, on faisait un maximum d'économies sur ces matériaux précieux. Donc, les objets d'or et d'argent sont réalisés au moyen de feuilles minces et ils se déforment considérablement à l'usage, ce qui n'est pas du tout le cas donc des objets issus de l'œuvre de Limoges. Un autre thème iconographique qui a eu énormément de succès, c'est celui de l'adoration des mages. Et là aussi, le succès de ce thème est lié à l'actualité autour des reliques, puisque les reliques des rois mages sont découvertes à Milan en 1158, et elles vont être transportées en très grande pompe, avec un cérémonial vraiment somptueux, à la cathédrale de Cologne en 1164. On sait que le clergé donc, de Cologne, le chapitre canonial, a refusé la distribution des reliques des rois mages. Par contre, il a commandé une œuvre d'orfèvrerie absolument magistrale pour la conservation des reliques des rois. C'est cette œuvre qui a été commandée à Nicolas de Verdun, alors qui est un orfèvre de la vallée Rhénau-Mosane, donc qui est l'autre centre de production, on va dire, des émaux à l'époque médiévale. Mais on suppose donc que cette œuvre, qui est totalement étrangère à la création limousine, a suscité en fait une certaine émulation dans les ateliers de création, et qu'elle a pu générer la production de chasses limousines consacrées à l'adoration des mages, mais qui ne contenaient pas en fait de reliques des rois mages. Donc le musée de Guéret conserve une très belle chasse sur ce sujet. Vous avez à l'écran qui présente donc en partie basse la scène de l'adoration, et en partie haute sur le toit une scène beaucoup plus originale qui figure donc un groupe de pèlerins qui est représenté en partie droite, qui arrive dans un monastère féminin, puisque vous avez un groupe de moniales en partie gauche, un monastère probablement dédié à la Vierge, puisque c'est une icône de la Vierge qui est représentée vraiment au centre sous les arcades. Et les trois autels, on suppose, font référence à l'inhumation des rois mages. Les figures de cette chasse, donc je vous ai montré à droite le pignon, donc la petite face de la chasse, pour vous montrer qu'en fait, les figures, on est au milieu du XIIIe siècle, ont perdu le caractère dansant et sautillant qu'on a pu observer sur la chasse de Malval. En fait, les figures maintenant sont davantage incarnées, elles présentent un aspect très solennel, très classique, ce qui révèle en fait l'inflexion gothique dans cette production d'émaillés, puisque l'œuvre de Limoges en fait s'étend sur le temps long. Elle parcourt les siècles du XIIe au XIVe siècle, donc les premières œuvres issues des ateliers de Limoges sont des œuvres proprement romanes, mais en fait plus on avance dans le temps, plus on va voir apparaître des caractères stylistiques qui se rattachent à l'art gothique. Vous pouvez aussi observer cette évolution stylistique sur cette grande chasse conservée au musée, la dite chasse de la crucifixion, qui, vous le voyez, amorce une quête du volume, puisque dans cette chasse, les personnages ne sont plus représentés donc, suivant la technique du champ levé, mais ce sont des personnages, ce qu'on appelle des figures d'applique, qui sont produites au moyen d'une feuille de cuivre qui a été travaillée au repoussé, donc sur l'envers, de manière à obtenir le volume, et puis en gravure et en ciselure pour obtenir les reliefs. Comme les têtes d'applique, ces éléments sont fixés à la structure au moyen de rivets. Alors, je ne sais pas si ça se voit vraiment, mais vous voyez en fait les têtes de ces rivets transparaissent un petit peu ici, comme la figure a perdu sa dorure. On voit un petit peu apparaître les traces des rivets, mais qui en fait étaient totalement dissimulés sous la dorure. Donc cette vision en plan rapproché vous permet aussi d'apprécier ces caractères dont je vous faisais part d'apaisement
des formes, là, dans le traitement en fait, du vêtement de cette figure, on ne retrouve pas du tout ce fameux dampole style, ce fameux style à plis mouillés. Vous voyez que les drapés du costume de la Vierge sont beaucoup plus naturalistes. Alors j'ai fait un parallèle peut-être un peu osé, mais avec cette sculpture de la Sainte-Chapelle, qui est vraiment thématique du classicisme gothique en Île-de-France, pour vous montrer donc avec le pignon de la chasse de la crucifixion qu'on est sur en tout cas qu'on est sur un style relativement proche, notamment dans ce drapé à l'antique avec ces plis serrés qui tombent naturellement des corps. Donc en fait, voilà, l'œuvre de Limoges qu'on rattache beaucoup à l'art roman, ça a évolué en fait stylistiquement, comme toutes les productions, et au cours du temps, c'est nettement gothicisé, on peut employer ce terme. Ce qu'on observe aussi avec cette chasse du XIIIe siècle, c'est la réduction considérable de la gamme colorée. Vous voyez, on n'a plus donc ces jaunes, ces verts, ces rouges, enfin du vert un petit peu, mais en tout cas, on n'a plus une palette aussi diversifiée que ce qu'on pouvait observer dans la chasse de Malval. Et c'est un trait qui va se généraliser sur les œuvres limousines à partir de la deuxième moitié du XIIIe siècle. Ici, on est quasiment dans une bichromie avec l'or et le fond bleu et quelques touches de vert. Dans la seconde moitié du XIIIe siècle, donc je vous parle d'une gamme colorée qui se réduit, d'un traitement gothique d'un point de vue du style, mais en fait le XIIIe siècle et même la seconde moitié du XIIIe siècle a quand même produit des œuvres majeures ce sont des chefs-d'œuvre qui sont quand même sortis des ateliers limousins. Donc là je vous présente la chasse de Saint-Viance qui est conservée donc, toujours dans l'église de Saint-Viance et qui fait partie de cette production du milieu du XIIIe siècle. Tout ça pour dire que l'œuvre de Limoges n'a pas évolué en fait par grandes étapes successives. Voilà, c'est pas une production, enfin une évolution linéaire, mais en fait ce qu'on observe beaucoup dans la production de Limoges, c'est une différence entre des œuvres majeures qui sont des œuvres de commande et une production plus courante qui est créée de façon, on va dire, presque continue par les ateliers. Ah oui, en parlant d'œuvres courantes, je vous présente ces Pyxides pour rappeler que les ateliers limousins n'ont pas produit uniquement que des chasses. Parce que là, depuis le début de la présentation, je ne vous ai parlé que de chasses. Les ateliers limousins ont produit des œuvres profanes. Alors elles sont conservées en moins grand nombre, donc on en voit beaucoup moins. Le musée de Guéret n'en conserve pas dans ses collections, mais ce sont des choses qui existent. Et les ateliers de Limoges ont également produit donc, toute une panoplie d'objets religieux, alors à la fois des crosses, des chandeliers, des plaques de reliure, des encensoirs et notamment donc, des pyxides. Ce sont les objets que je vous présente. Les pyxides sont des réserves eucharistiques, donc elles servent à conserver les hosties consacrées. Et en fait, il faut savoir que leur production s'est développée grâce au pape Innocent III, qui va déclarer en 1215, lors du concile de la 34, que l'usage de l'œuvre de Limoges est canonique pour la conservation des espèces consacrées. Alors, les conclusions de ce concile vont avoir véritablement un impact promotionnel de premier ordre pour l'œuvre de Limoges et en fait engendrer un nombre de commandes considérables, notamment de pyxides de ce type-là, qui vont venir enrichir le trésor de toutes les églises, en tout cas en Limousin. Pour répondre à un nombre de commandes toujours plus important, la production va peu à peu se standardiser. En fait, on observe vraiment une simplification des modèles. C'est ce que vous pouvez voir avec la petite chasse en haut à gauche, une simplification des modèles, une baisse notable de la qualité d'exécution dans ces pièces courantes à la fin du XIIIe siècle et au début du XIVe siècle. Et la production de ce qu'on appelle les chasses de pacotille, c'est des chasses donc, de cuivre émaillé qui sont ornées de figures d'applique et l'émail va véritablement se limiter au décor de ces figures d'applique. Alors, à côté de cette production qui tend à devenir sérielle, ce que je vous expliquais donc en introduction,
il y a quand même des objets de très grande qualité qui vont sortir des ateliers de Limoges à la fin du XIIIe siècle, mais ce sont des objets qui sont peu, voire pas du tout émaillés. C'est le cas de ce bras reliquaire qui est conservé au musée de Guéret, donc qui provient de l'église de Sardan. C'est un bras reliquaire réalisé au moyen de 2 feuilles de cuivre qui ont été embouties, qui sont fixées sur une lame de bois et qui ont été dorées. Donc on est vraiment dans une même logique technique que la confection des chasses émaillées. Cette œuvre est ornée en partie inférieure, donc c'est la partie qui est masquée, qui sert de support au bras, d'une pièce qui a été décorée au moyen de la technique de l'émail chambelé. Donc en fait, ces œuvres, on suppose qu'elles sortent en fait des mêmes ateliers que ceux qui produisent l'orfèvrerie émaillée. Donc soit d'ateliers similaires, soit d'ateliers qui travaillent en commun. On conserve un ensemble assez conséquent de bras reliquaires. Je vous présente une autre œuvre du même corpus. Ce bras reliquaire donc, de Saint-Sulpice-le-Guérétois ne présente pas de décor émaillé. Donc on est vraiment sur un travail de gravure, de ciselure, du cuivre doré et un bras reliquaire qui a été rehaussé de pierres précieuses et de verroterie, taillé en cabochon et monté en batte. Alors là aussi, on peut faire un parallèle vraiment étroit avec les décors des chasses émaillées. Donc c'est le cas donc, du manchon de ce bras reliquaire qui a été décoré par un motif de tremblay. C'est ce décor de croisillon en pointillé. Et on retrouve exactement le même décor sur le vêtement du diacre de la chasse de Bannis conservée au musée. Alors ce bras reliquaire appartient à un type d'objet qu'on appelle les reliquaires anatomiques, qui en fait reprennent par leur forme la nature des reliques qu'ils contiennent. Donc on sert des bras reliquaires, mais également ça peut être aussi des pieds reliquaires, des mains, des crânes. Et en fait, en Limousin, on conserve un certain nombre de bustes. Donc, je vous ai mis à l'écran le buste de Sainte-Valérie, qui est conservé à Chambon-sur-Voueize. On en conservait un au musée de Guéret, mais Nicolas en parlera après moi. Donc le buste de Sainte-Valérie, ce n'est pas une œuvre de cuivre doré. Là, on est vraiment face à une œuvre d'orfèvrerie, qui est réalisée au moyen de feuilles d'argent et d'argent doré. En revanche, à Nexon, on conserve ce buste reliquaire de Saint-Féréol, qui lui est bien un buste reliquaire de cuivre doré, orné de quelques médaillons d'émaux. Et c'est une pièce tout à fait incontournable, parce qu'au revers de cet objet, au niveau du col de l'évêque, figure une inscription qui dit la chose suivante, donc je traduis du latin: le seigneur Guy de Brugière, de la paroisse de Saint-Martin-le-Vieux, chapelain de l'église de Nexon, a fait faire cette tête à Limoges, en l'honneur du Saint-Évêque Féréol. Moi, Émeric Chrétien, orfèvre du château de Limoges, ai réalisé cette œuvre la sainte année 1346. Donc cette inscription est vraiment tout à fait exceptionnelle. Elle nous livre le nom d'un orfèvre, d'un artiste. Elle nous livre une datation, 1346. Il faut savoir que les œuvres précisément datées, issues des ateliers de Limoges, se comptent sur les doigts d'une main. Et en fait, elles nous permettent de rattacher cette œuvre, cette œuvre de cuivre doré quasiment sans émail aux ateliers du château de Limoges. On voit aussi se développer fin XIIIe et au XIVe siècle des monstrances reliquaires. C'est un type d'objet qui va apparaître avec l'institution de la fête Dieu, donc la fête du Saint-Sacrement, qui est mise en place par le pape Urbain IV en 1264. Donc c'est un type d'objet particulier qui présente, vous voyez, en partie supérieure une lunule qui est destinée à la présentation de l'hostie consacrée. Dans les pièces limousines, la lunule est associée à un cylindre horizontal qui lui présentait des reliques de saints. Donc on conserve plusieurs objets de ce type-là.
dont la formule avec la lunule et le cylindre horizontal sont vraiment spécifiques à la production limousine. Enfin, ce qu'on voit aussi se développer largement à la au XIVe siècle, ce sont ces tourelles reliquaires qui viennent vraiment enrichir tous les trésors d'église en Limousin et qui sont tout à fait caractéristiques en tout cas de la pratique liturgique à partir de la fin du XIIIe siècle qui repose sur la monstration des reliques. On suppose que cette pratique vient en fait de l'arrivée massive de reliques en Occident suite au sac vous le savez, de Constantinople par les croisés en 1204. En fait, il y a un nombre important de reliques qui va arriver en Occident, mais également des reliquaires. Et les reliquaires byzantins avaient l'habitude de présenter les reliques, notamment des stérothèques ou des reliquaires avec des cristaux fatimides, et qui étaient basés donc, sur la monstration, la présentation des reliques, alors que en tout cas dans le XIIe siècle occidental, les reliques étaient masquées, on l'a vu dans des chasses reliquaires. Donc là, on a une pratique différente qui émerge et un type d'objet qui est fait spécifiquement pour cette pratique de monstration. Donc des tourelles reliquaires qui sont d'une très grande qualité et vous voyez qui s'expriment suivant un vocabulaire emprunté à l'architecture. Donc on va voir se développer des réceptacles avec des lancettes, des roses, des crossettes, des gables. Et donc une production en Limousin de très grande qualité qu'on observe donc dans les collections du musée de Guéret. Je vous ai présenté le reliquaire monstrance de l'église de Vareille, mais également encore donc in situ dans les églises limousines. Donc je vais m'arrêter là et je pense que vous allez apprécier encore plus la valeur de ces objets quand vous aurez entendu les risques qui ont pesé sur ces objets au début du XXe siècle.